messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Ouakam dans tous ses états. Après l'arrestation de 10 de ses fils suite au drame de Demba Diop, jeunes et notables du village exigent leur libération. Il annonce une marche pacifique pour ce jeudi. Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue. L'Ocritis a mis la main sur plus d'une tonne 248 de chanvre indien destiné au marché dakarois et sa banlieue. 3 individus ont été interpellés. Et puis la contestation s'intensifie à l'hôpital El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. En grève depuis 20 jours, les travailleurs exigent le paiement de leurs indemnités. Au même moment, le SUTSAS décide de surseoir à sa grève initialement prévue aujourd'hui et demain. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous au Ouakam. Après l'arrestation de 10 supporters du village, notables et jeunes de Ouakam se sont réunis cet après-midi pour exiger leur libération. Ils comptent organiser ce jeudi une marche pacifique. Ils faisaient face à la presse. Compte rendu signé Pape Faraning et Younous Diatta. Libération sans condition des 10 Ouakamois arrêtés suite au drame du stade Demba Diop. Notables et jeunes de la localité veulent être des légalistes, mais ils dénoncent l'attitude du procureur de la République. On n'assume notre part de responsabilité sur ce qui se passe. La responsabilité est partagée. Qu'est-ce qui a fait que le procureur s'est prononcé? Parce que la République est concernée. Il est des drames pour créer un scandale. Le Diola et tant d'autres choses. Qu'est-ce qui a été comme leçon tirée? Depuis le Diola, on assiste à des Diola. Pikine Niary Tally, il y a eu un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Où était le procureur? Il est procureur de Ouakam. Nous ne voulons pas, on demande un procureur de la République pour mettre tous les Sénégalais au même pas, au même pied. Dans une conférence bi dañu wan Sénégal ne histoire ak gunu hier wax nañ maanaam dañu leen di entendre rek loolu mooy lan xanaa ni kenn boo koy entendre da nga koy entendre bàyyi ko mu ñibbi. La Ligue et les dirigeants du football en ont reçu aussi pour leur grade. Les habitants de Ouakam jugent inconcevable la suspension de 7 ans. Du monde, on n'a jamais vu la suspension de plus de 7 ans à ces équipes, infligée à ces équipes. Les responsabilités doivent être situées. C'est la Ligue qui a organisé, qui n'a pas fait appel à la police pour qu'un nombre suffisant de policiers leur soit octroyé. Toutefois, ils menacent d'user d'autres tuyaux pour régler leurs problèmes. J'ai soutenu pendant ces élections locales-là la coalition Benno Bokk Yakaar. Je les ai soutenus avec ces jeunes qu'on a mis aujourd'hui en prison. Mais il y aura une prochaine fois. Votre sanction. 2019, ça roule. Les Ouakamois n'acceptent pas d'être l'agneau du sacrifice. Ils comptent faire une marche pacifique ce jeudi pour montrer leur mécontentement. Pape Faraning, je vous le disais en titre, démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue, 1,248 tonnes de chanvre indien destinées au marché dakarois et sa banlieue interceptée par les éléments de l'Ocritis. La drogue saisie proviendrait du Mali. 3 personnes ont été interpellées. Les détails avec Adi Atala, avec les images des relations publiques de la police. La machine, qui était bien huilée depuis Bamako pour un vaste trafic de drogue, s'est grippée à Rufisque. La drogue, notamment du chanvre indien de qualité brown, a été saisie par les hommes du commissaire divisionnaire Idrissa Cissé qui ont exploité une information. Tout est parti de l'exploitation d'une information anonyme faisant état d'un vaste réseau de trafic international de drogue sur l'axe Bamako-Dakar. Sans désemparer, un important dispositif de surveillance et de filature a été mis en place. C'est sur ces entrefaites qu'un individu a été aperçu entrant dans l'immeuble supposé être le lieu de prédilection de la bande et y ressortir avec un sac à dos qui contenait 6 sachets en plastique vide et des débris de chanvre indien. L'intrusion dans le local s'est soldée par la découverte dans l'une des chambres du domicile de 52 sacs en sisal contenant chacun 12 blocs
de chanvre indien de 2 kg l'unité, à la saisie d'une tonne 248 kg de chanvre indien de la variété Brown. Plusieurs personnes prises en flagrant délit de conditionnement de la marchandise prohibée prête à la vente ont été arrêtées. Il s'agit, selon un des trafiquants, d'un vaste réseau. La police invite par ailleurs les populations à mieux collaborer pour une lutte efficace contre le trafic de drogue. Les recherches effectuées ont permis d'interpeller 3 autres individus, dont le cerveau. Il reste constant que le produit a emprunté l'axe Bamako-Dakar au moyen d'un camion. Des populations qui doivent collaborer intelligemment avec les forces de défense et de sécurité pour juguler le fléau de la drogue. Cette prise de la police de répression des trafiquants de stupéfiants est la énième. Et les hommes de Omar Mal ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin pour traquer les malfaiteurs où ils se trouvent. Le SUTSAS décide de surseoir sa grève initialement prévue aujourd'hui et demain. Les représentants du syndicat ont obtenu hier l'assurance du gouvernement pour la satisfaction de certaines de leurs revendications. Le ministre chargé de la fonction publique a fait le point sur ses engagements. Je vous propose d'écouter Viviane Bampassi au micro de Moussa Ngom et Mohamed Dia. Le gouvernement a mis à disposition du secteur de la santé 5 milliards d'euros. Les 5 milliards d'euros se répartissant en 2 milliards réservés au fonds de motivation et en 3 milliards d'euros globalement qui seront consacrés au paiement des salaires des contractuels. Toutes catégories confondues. Des engagements ont également été pris pour rester avec le syndicat et étudier des questions relatives à la création des nouveaux corps. Une réunion est prévue le vendredi 11 août prochain. Une autre réunion, elle, est prévue le 17 août prochain au ministère de la Santé pour les questions relatives à la formation à l'ENDSS. Je précise que dès demain, le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan va présider également une réunion qui nous permettra de prendre en charge les autres questions à incidence financière et notamment la question des heures supplémentaires. Pendant ce temps, le personnel de santé de l'hôpital El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès est en grève depuis plus de 20 jours. Ces travailleurs sont sortis ce matin pour exiger le paiement de leurs indemnités. Pape Mor Ndiaye, le secrétaire général de la sous-section SUTSAS de l'hôpital, nous l'écoutons. Il est interrogé par Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Nous sommes là pour manifester notre mécontentement. On ne le fait pas à travers une grève totale, mais on le fait genre grève de zèle. Tous les matins, nous sommes là, on sort et on manifeste notre mécontentement. Et par conséquent, les services sont paralysés parce que justement, le SUTSAS est majoritaire dans cet hôpital. Vous pouvez faire le tour des services. Il n'y a aucun service aujourd'hui qui fonctionne. C'est malheureux parce que une administration qui se respecte, qui donne sa parole, donc, et qui ne respecte rien en cela, aujourd'hui, moi je pense que c'est regrettable. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de gouvernance, une bonne gouvernance. Les services sont mal gouvernés. Il y a des problèmes au laboratoire, un service où il y a abandon de poste depuis bientôt 5 ans. Au niveau également de services d'imagerie où une unité, notamment l'unité de scanner, devait être rattachée donc à l'imagerie. Pour tout cela, il a donné réponse, il dit qu'il va faire, il a donné des dates, mais rien n'a été respecté. Et ce qui est plus élémentaire par rapport aux conditions de garde, les camarades, ils passent la garde et ils ne mangent pas, la cuisine ne fonctionne pas, le parc automobile. Il y a une mauvaise gestion parce que simplement les prérogatives du chef de garage ont été retirées. Et aujourd'hui, les responsables de ces syndicats, ils se mêlent dans la tasse, ils font de l'intox. L'administration a pris ses engagements, il n'a qu'à les respecter. Demain, on retourne dans les salles. Le Sénégal salué pour ses performances en couverture vaccinale, des résultats reconnus par l'OMS et l'UNICEF. En 2006, la couverture a atteint les 90%. Zoom aujourd'hui sur le centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Là-bas, le calendrier est respecté par les mamans. Plus de 60 enfants vaccinés par jour. Le constat avec nos reporters Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy.
Il n'est jamais facile de voir son enfant se faire vacciner. Mais ces pleurs sont nécessaires pour pouvoir plus tard aider l'enfant à faire face à certaines pathologies. Entre autres, la tuberculose, l'hépatite B, la poliomyélite, la diphtérie ou encore la coqueluche. Cela me fait mal de les voir pleurer. Je respecte les rendez-vous. C'est ça, sa première vaccination. Je suis élève, du coup, je suis sensibilisée sur l'importance de la vaccination chez l'enfant. Cela le protège de beaucoup de maladies. Plus de 60 enfants sont vaccinés par jour dans ce centre de santé. Les mamans, de plus en plus averties. La vaccination n'est pas à négliger. Nous vaccinons les enfants du lundi au vendredi. Les mamans respectent vraiment les rendez-vous. Beaucoup de progrès à noter comparé aux années précédentes. Vu que la population a été sensibilisée, c'est la raison pour laquelle les rendez-vous sont respectés. Les mamans viennent. Concernant la couverture vaccinale, les résultats de l'OMS et de l'UNICEF rassurent le Sénégal parmi les pays les plus performants en Afrique. Nous parlons à présent de la recrudescence des accidents. Malgré les nouvelles mesures de sécurité routière, 6 morts en une semaine. Les transporteurs trouvés à la gare de Bignona déplorent et invitent l'État du Sénégal à financer la formation des jeunes dans le domaine des transports. Un reportage signé Ababakar Kamara et Fatima Ba. Gare de Bignona, lieu de départ du bus qui a fait 5 morts en Gatinaoudé, des victimes de plus sur la route malgré les nouvelles mesures de sécurité routière prises par les autorités. C'est un gosse qui a appris son métier, qui sait conduire et qui conduit bien. Mais en allant vers Casamance, pour prendre la corniche est trop longue pour aller à Sédhiou. Tu fais presque 900 km aller 900 km retour. am nañu ay mag yi nekk fii yoo xamante ne ñoom tam dañuy xool oto yi bu yabul lu mu warul yab dañ koy wax carrément ne lii waroo ko yab. dëgg la oto yi nii dafa rëy pour gone yéen gis ngeen oto yi nu mel dafa ponkal pour ab gone bu ndaw di ko yor. Si on dit que pour avoir un permis de conduire il faut avoir 30 ans. Plus 2 ans de formation, c'est 32 ans. Madjaou Ndiaye, 25 ans, est chauffeur. Pour lui, la jeunesse n'a rien à voir avec ces accidents. L'essentiel, c'est que solo mom xolal dal nank la quoi daw nank xam noy dox. Non de sur ça 65 places. Auto yi ñoy yeb ay 72 places yoy quoi. Les responsabilités sont partagées de l'avis de ce responsable de la gare. Il invite l'État à financer la formation des jeunes. Il y a un ministère qui est chargé de la formation professionnelle. On les a écrits pour leur demander des renforcements de capacité au niveau de nos conducteurs. Pourquoi? Il y a une petite formation qu'on doit mettre sur la tête, une formation psychologique. Les accidents de la route inquiètent plus d'un. Ces transporteurs appellent à un dialogue entre acteurs du secteur. Le ministère du Transport parle d'une baisse drastique des chiffres concernant le nombre de victimes sur la route. Justement, Fatima Ba, le nombre de victimes sur les routes est passé de 186 en début d'année à 27 aujourd'hui. Une révélation de Aubin. Jules Sagna, le secrétaire général du ministère des Transports, l'explique par l'application des 10 mesures prises par le gouvernement. Il était l'invité du journal de 13h. Je propose de l'écouter. Je crois que c'est trop dire que de parler de recrudescence. Parce que si on regarde les statistiques, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le premier trimestre de l'année 2017, entre janvier et mars, on a eu 186 morts sur les routes au Sénégal. Nous avons pris des mesures le 16 mars 2017. Et ces 10 mesures ont été immédiatement mises en application. Et nous-mêmes, au ministère, nous avons fait des tournées au niveau des régions, accompagnés des gouverneurs et des forces de sécurité, police et gendarmerie, pour appliquer ces mesures. L'effet a été immédiat. Parce que pour le deuxième trimestre de l'année, entre avril et juin, nous avons connu 86 morts.
Donc 186 morts pour le premier trimestre, 86 morts pour le second semestre, pour le deuxième trimestre, ça veut dire moins de 100 morts sur nos routes. Et entre les mois de juin et de juillet, nous avons 27 morts. Évidemment, ça peut paraître, c'est impressionnant, ça peut paraître être une recrudescence, mais ce n'est pas le cas. Toute mort est à déplorer, surtout sur les routes. Chaque mort que nous décomptons, nous le regrettons et nous faisons le travail de sorte qu'on ait 0 mort. Malheureusement, c'est un idéal et c'est difficile de l'atteindre. Nous allons à Fass, Gueule-Tapée et Colobane. À présent, des serpents auraient été aperçus dans un bâtiment menaçant ruine. Sapeurs-pompiers et services d'hygiène dépêchés sur les lieux sont rentrés bredouilles. Les autorités rassurent les populations et mettent tout sur le dos de la rumeur. Un reportage signé Fatiguin et Bissandoy. Une maison abandonnée, prise d'assaut par les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène et de l'environnement. À l'origine, des serpents habiteraient les lieux. On tente d'y accéder par tous les moyens. Ici par les populations et principalement le maire de la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée pour nous signaler qu'effectivement il y a des serpents qui logent dans une maison abandonnée depuis plus de 20 ans. Une maison menaçant en ruine qui avait fait effectivement l'objet de la visite de la commission auxiliaire de protection civile. À l'issue de cette visite, donc, j'ai saisi les sapeurs-pompiers, j'ai saisi aussi le service de l'environnement, alors que M. Fallou Gueye, et les populations du quartier et le maire principalement. Et depuis ce matin, on est en train de faire des recherches. Après 2 heures de recherche, pas l'ombre d'un reptile. Ce n'est pas tous les serpents qui font des dégâts. Parce qu'ici au Sénégal, nous en avons 63 races de serpents. Les 18 sont dangereux, les 45 sont comme des poulets. Tu peux même les manipuler. On a recherché avec le préfet, les sapeurs-pompiers et le maire. On a recherché, mais on n'a rien vu. Vraiment, les populations peuvent être calmes. Tout de même, les autorités rassurent. Le bâtiment en question ne sera qu'un mauvais souvenir. On a mis des produits actuellement. On va protéger la maison, n'est-ce pas, pour qu'elle soit pas fréquentée. Ensuite, nous allons passer à la démolition. On va déjà démolir les 2 bâtiments, parce qu'il y a 2 bâtiments, on va les démolir sous peu de temps. À Fass, Gueule-Tapée, Colobane, les populations souhaitent la démolition de ce bâtiment dans les plus brefs délais. À Diakhaï, c'est le manque d'infrastructures qui exaspère le mouvement Taxawu Sama Gox rue dans les brancards. Les responsables déplorent et indexent les politiques comme étant responsables. Ousseynou Thiam, Biradiagne. Avons-nous droit à des infrastructures de qualité? C'est cette question que se posent les populations de Diakhaï. Face à la presse, le mouvement Taxawu Sama Gox déplore le manque d'infrastructures dans la localité. Depuis l'accession de son Excellence, M. Macky Sall, à la magistrature suprême, aucune infrastructure d'envergure n'est réalisée dans cette commune. Si nous prenons le domaine de la santé, nous n'avons pas de poste de centre de santé capable à même de prendre les patients qui en ont besoin. Aujourd'hui, si vous regardez du point de vue des infrastructures routières, nous avons d'énormes problèmes. Même pour évacuer un malade pendant la nuit, c'est la croix et la bannière. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'ordre socio-éducatif. L'école souffre énormément. Nous avons beaucoup d'abris provisoires qui sont érigés ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'infrastructure d'envergure. Sachant que c'est Wade qui a réalisé ce projet, M. Macky Sall fait la sourde oreille face à nos préoccupations. Pour ces responsables de Taxawu Sama Gox, les politiques de Diakhaï ne se soucient guère du développement de leur localité. Vu l'état d'enclavement de la commune, nous avons d'énormes problèmes. Et ces problèmes même sont transcrits au niveau des bureaux de vote. Les nez politiques doivent se taire. Ils n'ont gagné ici aucun bureau politique. Aucun bureau politique. Celui qui vous dit qu'il a mis Diakhaï dans sa poche, il vous trompe, monsieur le président de la République. Éveillez-vous. Nous, en tout cas, Sénégal, au niveau du Sénégal, mon souci, nous allons prendre nos responsabilités, nous allons prendre nos devants, nous allons jouer notre rôle de veille, nous allons jouer notre rôle d'avant-garde. Au-delà de leur sortie, ces jeunes de Diakhaï promettent de sensibiliser davantage leurs concitoyens et d'aller vers le développement tant attendu de Diakhaï. L'hivernage bat son plein et pour parer à toute éventualité, des mesures d'urgence ont été prises en banlieue selon le ministre délégué en charge de la restructuration et la requalification des banlieues, des moyens techniques et humains, dont des dizaines de pompes déployées sur les points noirs. Je propose d'écouter le ministre délégué Pape Gorguindong, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. L'équipe des inondations qui a mis en place des brigades
des sapeurs-pompiers volontaires dans presque chaque commune est en alerte maximale et le dispositif est déjà en place pour nous permettre, quelle qu'en soit la situation des pluies, pour en tout cas soulager les populations en attendant maintenant que le plan décennal se déploie pour définitivement lutter contre les inondations. Donc ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'ici, rassurer les populations sur la prise en charge correcte du phénomène des inondations par le gouvernement du Sénégal et le président de la République, avec des instructions fermes, nous a demandé que véritablement tous les moyens soient mis en œuvre pour permettre aux populations de ne plus vivre le phénomène des inondations comme on le vivait auparavant. Qui, un tout petit peu après les pluies, voit que la RN1 est un peu inondée à hauteur de la mairie de Mbao. C'est complètement inondé. Cela, on le reconnaît puisque c'est parmi les points bas qu'on a identifiés au niveau de la banlieue qui font l'objet d'un traitement spécial pour permettre aux populations, en tout cas, de ne plus vivre continuellement ce phénomène. Il nous faut chercher avec nos techniciens les moyens durables de régler définitivement ce problème-là. Donc nous avons identifié quelques points bas au niveau de la banlieue, tels que Tali Diallo, mais aussi nous pouvons noter comme un tout petit peu au niveau de Diamaguène Sicap Mbao. Nous allons à présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec l'ouverture des 18e journées scientifiques annuelles de la SOACHIM. C'est du 8 au 11 août prochain. Les objectifs de la rencontre, trouver des moyens pour que les pays membres soient autonomes. Dominique Sohonlou, psychochimiste, que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Morolan, c'est dans le département de Tivaouane. Cette localité n'a pratiquement jamais obtenu de bons résultats scolaires. Cette année, la donne a changé, d'où la satisfaction des autorités locales et acteurs de l'éducation. Les détails avec Cheikh Anta Diop et Seylatir. Morolan n'avait jamais obtenu de bons résultats aussi bien au BFM qu'au baccalauréat, mais cette année, les résultats ont connu une nette amélioration. Et au baccalauréat, quand même, on n'avait jamais atteint les 50%. Depuis que le lycée devient à 3 ans, 4 ans. Mais cette année, on a plus de 50%. De même que le BFM, on était à 40%, cette année on est à 60%. Ça veut dire qu'il y a une nette amélioration des résultats au niveau du lycée. Le maire de Morolan livre la démarche qui a abouti au renversement de cette tendance. Au niveau de la commune, on paye des motivations pour que les enseignants organisent des cours de renforcement les lundis soirs, mercredis soirs et les vendredis soirs. Et cela, ça a contribué beaucoup à l'amélioration des résultats. Je pense aujourd'hui, c'est au niveau des parents qui restent encore, parce que les parents n'ont pas toujours compris leur rôle. Et c'est les femmes surtout qui viennent suivre les études des enfants. Je pense qu'il faut aussi que les hommes, les papas, en tout cas, suivent les études des enfants. Les enseignants, il y a des objectifs qui sont fixés et qu'ils doivent atteindre. C'est-à-dire même s'ils passent la nuit à Thiès ou ailleurs, ils doivent être là à l'heure et nous les attendons au résultat. Le Centre africain de complémentarité scolaire et universitaire est venu en appoint pour dérouler un programme afin d'accompagner les élèves de Morolan et contribuer à l'amélioration des performances. Nous parlons de politique à présent avec les recours aux fins d'annulation du scrutin dans certaines localités. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 6 jours pour se prononcer. L'annulation d'un scrutin dépend de la nature des griefs soulevés par les différentes coalitions plaignantes de l'avis de Mamadou Alioune Diallo. Il soutient que le bourrage d'urnes, l'absence de bulletins de n'importe quelle coalition dont les bureaux de vote peuvent être des causes de nudité. Les détails avec Ibrahima Kamara et Mohamed Dia. Le vote sera-t-il annulé au niveau de certaines localités suivant les revendications des coalitions ayant saisi le juge constitutionnel? La décision revient aux 7 sages qui devront trancher en fonction de la nature des griefs soulevés par les coalitions plaignantes. Il faudrait savoir exactement quels sont les griefs qui sont soulevés par les coalitions qui contestent la validité des élections. Et ces griefs-là, j'en ai entendu certains. Il s'agit de bourrage d'urnes quelque part. Il s'agit d'absence de bulletins de vote dans certains bureaux de vote. Concernant le cas particulier du bourrage d'urnes, il faut dire qu'en principe, le bourrage d'urnes est une cause de nullité des suffrages.
Ce qu'il faut dire également, j'ai appris qu'il y a des bureaux de vote dans lesquels il n'y avait pas suffisamment de bulletins de vote de certaines coalitions. Là, si c'est avéré, ça c'est une violation flagrante de la loi, c'est une cause de nullité du suffrage et du scrutin, et par conséquent, le juge du Conseil constitutionnel doit normalement devoir annuler justement les élections dans ce bureau. Pour le cas de Touba et Mbaké, remporté par la coalition gagnante Wattu Sénégal, Benno Bokk Yakaar dénonce des irrégularités et réclame la tenue d'un nouveau scrutin dans le département de Mbaké. Mais il faudrait également voir dans quelle mesure, d'abord qui est à l'origine justement du saccage. Est-ce que ce sont ceux-là même aujourd'hui qui demandent à ce que les élections soient revues parce qu'il y a eu saccage? Si c'est le cas, on va dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas être à l'origine d'un fait et ensuite maintenant dire que bon, parce que cette situation-là a eu lieu, il faudrait revoir, il faudrait rentrer dans l'ordre. Les résultats définitifs des législatives doivent être proclamés par le Conseil constitutionnel. Les 7 sages disposent d'un délai de 6 jours après avoir été saisis pour recours aux fins d'annulation du scrutin. Ibrahim Khan, nous allons à Ziguinchor. Abdoulaye Baldé reconnaît sa défaite et présente ses excuses à ses militants face à la presse. La tête de liste de Kaddu Askan Wi soutient que cela n'entame en rien à son ambition de briguer la magistrature suprême. Les détails avec nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Après avoir reconnu sa défaite lors des législatives à Ziguinchor, la tête de liste nationale de la coalition Convergence patriotique Kaddu Askan Wi présente ses excuses à ses militants. Nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, par insuffisance de moyens financiers et logistiques, mais aussi du fait de quelques problèmes internes qu'on ne peut nier. J'avoue aussi que pour ce qui concerne la région sud, mon absence durant toute la campagne à Ziguinchor a sûrement impacté négativement sur la dynamique locale et le moral des adhérents et des adhérents et des sympathisants. J'en assume la pleine responsabilité et je m'en excuse sincèrement auprès des candidats et de tous nos militants. Abdoulaye Baldé déclare que cela n'entame en rien son ambition présidentielle. Ça n'entame en rien mon ambition de briguer la magistrature suprême. Cela n'entame en rien ma détermination à continuer le combat, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Sa réponse à une éventuelle main tendue de Macky Sall. Sur la deuxième question, qui concerne la main tendue du président, à cela je n'ai pas répondu ni par oui ni par non. Notre ambition dans notre parti, c'est de présenter un candidat en 2019. Abdoulaye Baldé qualifie la 13e législature. Il ne faudrait pas s'attendre à une Assemblée nationale de rupture pour cette 13e législature, car l'opposition est constituée par une minorité, soit 40 députés sur les 165. Notre conviction est que tant que notre système électoral ne sera pas changé, les ruptures attendues à l'Assemblée nationale ne seront que des vœux pieux. En effet, comment comprendre qu'une coalition qui n'a engrangé que 49,4% puisse se retrouver avec plus de 76% de la représentation nationale? Le président de l'UCS donne rendez-vous à ses militants ce jeudi pour une évaluation en bonne et due forme des législatives du 30 juillet. Présidence de la Fédération sénégalaise de football, la télé Futur Média, à travers un débat, a donné la parole aux 3 candidats. Occasion pour Louis Lamotte, Mbaye Diouf Dia et Augustin Senghor de décliner leurs ambitions, la réforme du football, la mission du DTN et le drame de Demba Diop, entre autres sujets évoqués lors de ce face-à-face. Retour sur les temps forts de ce débat avec Ibou Diouf. 3 candidats et une place. La présidence de la Fédération sénégalaise de football est très convoitée. Le débat organisé par la TFM a permis aux candidats de décliner leurs ambitions. Ce n'est pas convenable chez les politiciens, ça ne peut pas l'être aussi chez la société civile. ñetti mandat président de la république politiciens yi nga xam ne ñoo gën a bëgg nguur sax bàyyi nañu ko. moom laaj na ma ne ma ndax yaa moom football bi. moomu ma ko. waaye am naa ci wàll. Le drame survenu au stade Demba Diop a occupé une place du choix dans ce débat. Pour lui, Lamotte, football bi mooy sol sa dàll famille bu nekk
L'idéal était de présenter les condoléances à toutes les familles de victimes. Baye Diouf Dia, qui est de Mbour, déplore aussi l'absence de la fédération aux côtés des familles éplorées. Parce que nous sommes Mbour. Maître Augustin Senghor, président sortant de cette fédération, ne souhaite pas que l'on utilise ce drame de Demba Diop comme fonds de commerce dans cette campagne. Même La réforme des textes, le choix d'un directeur technique national plus présent et la présence d'un Sénégalais dans les instances internationales, autant de sujets évoqués lors de ces débats. Ces candidats veulent tous remporter la palme. Le président va être choisi le 12 août prochain pour une fédération plus visible et plus performante. Certains observateurs à qui nous avons donné la parole disent ne pas être convaincus par ces candidats qui se sont plus adonnés à la polémique que de dérouler leur programme. Je vous propose donc là-dessus de suivre ce sujet signé Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. Pour la première fois, des candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football se retrouvent sur un plateau de télévision pour un débat houleux qui laisse les amateurs du football sur leur faim aux yeux des amateurs. Même si ça a été un peu long et parfois assez tendu entre les différents acteurs, mais je pense que c'était déjà une belle initiative de tenir ce débat. Du point de vue programmatique, nous sommes restés sur notre faim. On s'attendait à ce que les uns et les autres, les trois candidats, déclinent véritablement leur programme et nous démontrent la pertinence et l'opportunité de faire en tout cas accepter ces programmes-là. D'après le journaliste et formateur Mamadou Kassé, Augustin Senghor, le président sortant, et ses challengers, Baye Diouf Dia et Louis Lamotte, n'ont pas présenté de projet pour le football sénégalais. Pauvre en offre programmatique du fait que aucun des candidats n'a voulu véritablement décliner son programme. Le chef de desk sport du journal L'Observateur déplore le mutisme des candidats sur la problématique des infrastructures. Sur les véritables problèmes de ce football, certains problèmes ont été évoqués hier lors du débat. C'est notamment le fait que la direction technique nationale soit une coquille vraiment vide. C'est le fait qu'il y ait un certain déséquilibre entre la gestion de l'équipe nationale et la gestion de l'équipe nationale A et la gestion du football local, la gestion de la petite catégorie de façon générale. Le manque d'infrastructures, ça fait un certain nombre de problèmes qu'il faudra attaquer avec lucidité. Sur ce, le spécialiste préconise des solutions. On aurait dû en disposer. Et je pense que c'est cela qu'on attendait de ces gens-là. Qu'ils nous disent, voilà, à partir de notre expérience, de notre vécu, de ce que nous avons déjà fait, nous voulons porter le football à tel niveau. Verdict ce samedi 12 août à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Habib Faye, le ministre des Sports, annonce une issue heureuse pour la tenue des combats chocs de lutte avortés à cause de la fermeture du stade Demba Diop. C'est pour éviter des pertes aux promoteurs et lutteurs. Matarba indique qu'il ne reste que quelques réglages à effectuer avec le CNG. Le ministre des Sports conduisait une délégation de la Namibie sur les chantiers de l'arène nationale dans le cadre d'une coopération entre les deux pays. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. Il faut que chacun aussi gère sa mission. Moi, je suis ministre des Sports et telle association est reconnue, telle n'est pas reconnue, ça c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans un état de droit. Il y a des structures qui sont là et ce n'est pas au ministre des Sports tout simplement de les reconnaître. La fédération est là, le CONOS est là, la représentativité, tout le monde sait. Ceux qui sont dans les instances, parce qu'ils sont du mouvement Nawetan, les instances ont tenu des assemblées générales et ces instances ont intégré le mouvement Nawetan. Maintenant, nous sommes dans un pays où tous Sénégalais qui s'associent, tous les Sénégalais peuvent se regrouper en association et faire des activités. Les infrastructures sportives ne sont pas la propriété d'aucune fédération, c'est des infrastructures pour les Sénégalais
l'ensemble des Sénégalais. Et tous ceux qui veulent l'utiliser n'ont qu'à remplir les cahiers de charges, aller vers qui de droit et pour pouvoir les utiliser. Ce n'est pas au ministre des Sports de dire celui-là va jouer ici, celui-là ne jouera pas ici. C'était pas le bon élément, c'était plutôt le ministre des Sports qui intervenait sur la tension qui mine le mouvement Navetan Matarba, donc qui déclare qu'il n'a pas de commentaire à faire. Seulement, le ministre des Sports invite les deux parties au dialogue. Vous venez de l'entendre. C'était le dernier élément de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.